Bonjour à tous, je suis Estelle Ekeman, responsable du projet européen Mirage au sein de l'ONG Ressources Humaines Sans Frontières. Et nous allons commencer ici un cycle de 3 webinaires organisés dans le cadre de ce projet européen à destination des PME et dédiés à la question du recrutement responsable de travailleurs étrangers. Alors évidemment, dans un recrutement responsable, on inclut un recrutement légal. Et donc cet aspect juridique va faire l'objet de ce premier webinaire et nous sera présenté par Maître Gutmann, qui est avocat spécialiste en droit du travail et en protection sociale depuis plus de 30 ans. Face à la complexité des procédures de recrutement de travailleurs étrangers, nous avons également évoqué un programme qui notamment permet de faciliter les procédures pour les employeurs. Et ce programme, c'est le programme HOPE. Mais donc un recrutement responsable, ça va au-delà du simple recrutement légal. Et ça recouvre différentes composantes. Alors, en France, on a tendance à penser en premier lieu à la question de la diversité, peut-être. Alors, nous aurons un webinaire sur cette question des relations interculturelles sur le lieu de travail. Mais en fait, le recrutement responsable, encore une fois, va encore au-delà et inclut une autre thématique qui est moins connue en France, le plus souvent, qui est celle des droits fondamentaux des travailleurs. Alors, les travailleurs étrangers, effectivement, en France aussi, sont particulièrement exposés aux risques de travail indécent. Et ces risques de travail indécent peuvent aller jusqu'à des violations de leurs droits fondamentaux, y compris à l'insu des employeurs, sans que les entreprises en aient conscience. Et donc, c'est toute la difficulté de ces risques qui se trouvent en fait dans la chaîne de recrutement et y compris donc à l'étranger dans le pays d'origine. Alors, c'est un sujet que nous évoquerons dans le cadre du dernier webinaire dédié aux clés d'un recrutement responsable. Alors, ce cycle de webinaires est organisé par RHSF en partenariat avec différents réseaux d'entreprises, le réseau de l'ANDRH, l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, le réseau du projet Interas, le réseau de la Fondation FAS Grand Toulouse et enfin le réseau du MEDEF 31. Donc merci à tous ces partenaires, merci à tous les intervenants qui ont bien voulu contribuer à ce cycle et merci à tous ceux qui s'intéressent à ce sujet et souhaitent prendre connaissance de ces éléments. Je vais donc commencer par passer la parole à Maître Gutmann sur la partie juridique. Merci à tous. Bonjour à tous, enchanté, Norbert Gutmann. Alors moi, ma démarche, elle est plus technique, si j'ose dire, dans le sens que moi, je vais parler que du droit national purement et simplement, et non pas de la dimension internationale, vous l'imaginez. Et quelque part, on va se mettre, vous et moi, dans la peau d'un recruteur responsable. Et je vais tenter de vous décrire, de vous rappeler tout simplement, très succinctement, les grandes bases, quelque part, qui vous incombe à vous, recruteurs, c'est-à-dire le respect purement et simplement du droit national français. Et pour ce faire, on va envisager, pour répondre à madame, tout simplement, l'embauche des travailleurs étrangers, ceux qui sont sur notre sol français, et dans une deuxième étape, les travailleurs détachés transnationaux. Alors tout d'abord, s'agissant de l'embauche des travailleurs étrangers, quelles sont nos obligations à nous qui sommes recruteurs? Évidemment, il y a pour préalable une autorisation de travail. C'est le prérequis obligatoire. Évidemment, vous ne confondrez pas ce qu'on appelle l'autorisation de travail avec simplement un titre de séjour. Bien évidemment, des personnes étrangères peuvent disposer d'un titre de séjour. Néanmoins, vous le savez mieux que moi, dans l'hypothèse un titre de séjour ne suffit pas, il vous faudra une autorisation de travail. Cette autorisation de travail se doit de revêtir pour le moins 3 formes principalement. Un titre de séjour valant autorisation de travail, un titre de séjour et une autorisation de travail distincts. Et par ailleurs, il existe également un visa valant titre de séjour et autorisation de travail.
Et ce sont ces différents documents qui sont constitutifs d'une autorisation de travail et sont d'ailleurs énumérés, d'accord, dans l'article R 5221.3 du Code du travail. J'insiste dès à présent pour souligner que dans l'hypothèse où il n'y a pas d'autorisation de travail, par nature, on ne peut pas recruter notre salarié étranger, potentiel en tout cas étranger, et qu'à défaut, l'employeur serait tenu pour responsable. Également, vous rappelez que pour les ressortissants non communautaires, d'accord, ceux qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne, de l'espace économique européen, de la Suisse ou d'un État signataire d'une convention bilatérale, il doit détenir une autorisation de travail, évidemment, et de surcroît, un certificat de travail. Néanmoins, parfois, s'agissant de nos salariés étrangers sur notre sol, s'ils interviennent, ils exercent une activité salariale de moins de 3 mois, il existe quelques dérogations, notamment sur ce document d'autorisation de travail. Néanmoins, ils devront pour le moins remplir quelques obligations, rassurez-vous. Vous rappelez également que la loi Asile et Immigration de 2018, outre la loi de mars 2016, s'agissant de toutes les compétences et talents, également l'amélioration de l'accueil des talents, engendre là encore quelques dérogations sur ce droit à l'autorisation de travail. Alors, simplement pour être un tout petit peu technique, sachez que les principaux documents constituant une autorisation de travail sont donc listés dans le Code du travail. Je vous le soulignais tout à l'heure, article 5221.3. Il y en a une liste exhaustive, 19 documents répertoriés qui confirment qu'est-ce qu'est un document d'autorisation de travail. Et vous avez la carte de résidence, vous avez la carte de séjour pluriannuel à passeport talent et passeport talent, la carte de séjour temporaire, etc., etc. Vous avez 19 documents répertoriés. Ensuite, quand même, il va falloir penser qu'il existe quelques salariés étrangers résidant sur notre territoire qui sont dispensés d'autorisation de travail, et ça concerne tout simplement nos ressortissants européens. Et pourquoi sont-ils dispensés de cette autorisation de travail? Tout simplement car nous sommes dans un principe de liberté de circulation des travailleurs et que dès lors, tout citoyen émanant de ces espaces a le droit de travailler librement sur notre territoire. Et effectivement, il peut alors y exercer l'activité de son choix. Alors maintenant, quelles sont les obligations qui incombent à l'employeur pour embaucher un étranger? Bien sûr, la première obligation, la plus essentielle selon moi, c'est le contrôle de l'existence de cette autorisation de travail. Et moi, j'entends vous y alerter, car ça sera une obligation quelque part de vigilance qui vous incombe à vous, et votre responsabilité pénale ou civile pourrait être engagée. Et bien sûr, il faudra donc mettre en œuvre cette procédure de vérification, et notamment auprès de monsieur le préfet de la région. Et vous devrez envoyer un courrier recommandé, daté, signé, ou même parfois un courrier électronique comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger au moins 2 jours ouvrables avant la date d'embauche. En l'espèce, vous avez collecté les documents administratifs de ce potentiel salarié et vous devrez les adresser pour communication à monsieur le préfet. Sachez quand même que vous avez un devoir de vigilance que de contrôler ces documents, car il y a un abus actuellement incroyable de faux papiers administratifs, vous l'imaginez, et dès lors vous avez une obligation pour le moins de les contrôler. Quoi qu'il en soit, j'ai regardé très attentivement
Internet, et vous verrez qu'il existe la possibilité maintenant par le biais du ministère de l'Intérieur, et je dis bien de l'Intérieur, car c'est tout à fait récent, ça date du 6 avril 2021, et c'est lui qui maintenant répertorie, collecte les informations et toutes les démarches à accomplir, et vous verrez, ça se passe assez facilement, en fait, vous adressez les documents, il y a un contrôle, et ensuite, vous aurez l'autorisation de travail du salarié que vous avez envie de recruter. J'insiste, aujourd'hui, nous sommes devant le ministère de l'Intérieur qui va accomplir toutes ces diligences. Je vous rappelle que après ce contrôle de l'existence d'une autorisation de travail et cette demande d'autorisation de travail en l'absence de titre, il vous appartiendra également de régler une contribution auprès de l'OFII. L'obligation du travailleur étranger, elle est assez simple. Il se doit de passer effectivement une visite médicale, c'est obligatoire. De surcroît, il se devra de signer un contrat d'intégration républicaine et essayer pour le moins de répondre aux diligences de ce contrat d'intégration républicaine, c'est-à-dire d'avoir un accompagnement d'intégration quelque part dans notre communauté républicaine. S'agissant de son statut, eh bien, il a par principe les mêmes droits que les travailleurs français au regard des dispositions réglementaires, légales, conventionnelles, et par exemple, le plus connu bien sûr, à travail égal, salaire égal. Bien sûr que quelque part, le recruteur se devra de tenir un registre du personnel et intégrer ce travailleur étranger, et d'ailleurs également y intégrer son autorisation de travail. Il devra rédiger un contrat de travail en français qui pourrait être traduit en langue appartenant à ce salarié étranger. Mais s'agissant des règles légales, que les choses soient claires entre nous, ce salarié étranger a les mêmes protections que tout salarié classique, bien sûr s'agissant des salaires, bien sûr de l'égalité de traitement, également des congés payés, également s'agissant de la rupture de son contrat de travail, on est censé y appliquer les règles de licenciement, les classiques. Simplement, on ne les appliquera pas dans l'hypothèse exclusive où son emploi serait irrégulier. Dans cette hypothèse-là, nos règles du droit du travail classiques ne seraient pas applicables en matière de licenciement. Et d'ailleurs, la fraude du salarié au titre du travail constituera en plus et inexorablement une faute grave privative des indemnités classiques, d'accord, de tout licenciement. Je vous rappelle également que s'agissant d'un représentant du personnel qui dispose en théorie d'une protection statutaire auprès de l'inspection du travail, eh bien l'employeur n'aura pas à solliciter d'autorisation administrative de licenciement dans l'hypothèse d'un recrutement irrégulier. En l'espèce encore, je vous rappelle que néanmoins, dans l'hypothèse d'un recrutement régulier, le droit collectif est applicable aux salariés étrangers, c'est-à-dire qu'il peut être électeur, qu'il peut être éligible, qu'il peut participer aux élections professionnelles et bien sûr accéder à toute fonction syndicale. Ce qui m'intéresse encore aujourd'hui de vous alerter, parce qu'effectivement, nous sommes dans un recrutement responsable, et le recrutement responsable suppose, le respect du salarié que nous accueillons, mais également à supposer, vous, recruteurs, que vous ne respectiez pas ces obligations élémentaires. Tout d'abord, il y a une intervention de la part de monsieur l'inspecteur du travail qui, lui, va vérifier tout cela. Et de surcroît, vous êtes passible de sanctions, vous-même, en qualité de recruteur, d'emplois irréguliers, de fausses déclarations, d'interdiction d'activité. Et notre petit salarié qui lui-même aurait fraudé et un risque potentiel d'interdiction de séjour et de sanctions multiples liées à cette fraude.
quoi qu'il en soit, dans l'hypothèse où notre travailleur irrégulier, je vous l'ai dit, n'aurait pas respecté ses obligations minimum, dans l'irrégularité en tout cas, dans cette hypothèse-là, effectivement, il n'aura pas droit aux règles classiques de protection du travail, mais à contrario, si il a été recruté, mais de façon abusive, par son employeur, quelque part, c'est là que, quelque part, son statut quand même se figera d'une façon réglementaire et pourra bénéficier pour le moins de 3 à 6 mois d'indemnité si l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de recrutement légales et que lui, à contrario, en toute bonne foi, avait respecté, lui, ses obligations de salarié. Voilà ce que je voulais vous rappeler de façon un peu succincte, mais je crois indisposée d'environ 20 minutes pour exposer les grandes choses. Vous rappelez également maintenant ce statut un petit peu atypique du travailleur détaché transnational. Étant donné une image très succincte, là encore, pardonnez-moi, on est d'accord tous ensemble qu'il y a détachement transnational de travailleurs lorsqu'un salarié qui travaille habituellement hors de France, et là nous sommes sur un citoyen hors France, pour le compte d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité, là encore, hors de France, et c'était d'ailleurs l'exemple de Madame le Président tout à l'heure, et qui exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire français. Et dès lors, nous allons avoir pour le moins 3 acteurs, un employeur établi à l'étranger, un salarié détaché temporairement en France et une entreprise utilisatrice, donneur d'ordre ou maître d'ouvrage. Donc 3 acteurs qui sont, vous l'avez compris, quasi transnationaux, quoi. Ils ne sont pas français d'origine les principaux, il y a simplement une entreprise utilisatrice sur notre territoire. Là encore, vous l'avez compris, que cette situation suppose qu'elle n'est pas applicable dans l'hypothèse où l'activité est réalisée en France de façon habituelle, stable et continue, ce qui laisse supposer, donc c'est une situation ponctuelle, ce détachement transnational, et pas récurrente et continue. Sachez qu'en l'espèce, quand même, la réglementation spécifique du détachement est, selon moi, d'une durée maximale de détachement de 12 mois, avec une prolongation possible de 6 mois. Ce statut du salarié détaché, là encore, doit être protégé, ce qui est tout à fait normal, et en théorie, le droit du travail est applicable avec l'application des dispositions légales et conventionnelles dans les matières jugées essentielles. C'est-à-dire que quelque part, on doit lui appliquer le noyau dur de notre droit du travail. C'est un noyau dur, c'est-à-dire toutes les matières essentielles de notre droit, les libertés individuelles et collectives, la discrimination, l'égalité, la protection de la maternité, des congés maternité-paternité, l'exercice du droit de grève et autres. Donc les droits fondamentaux qui sont ce noyau dur qui est imparable, applicable sur notre sol français. Et également, par exemple, le salaire minimum. D'accord ? Nous ne pouvons pas spolier nos charmants travailleurs venant de l'extérieur en leur offrant un salaire qui serait minoré par rapport à un salaire français. Là encore, nous avons une liste exhaustive de tous les droits qui s'appliquent, les jours fériés, les congés payés, les arrêts de travail, l'accident de travail. Et pour l'accident de travail, c'est intéressant selon moi, c'est une déclaration d'accident de travail doit être réalisée pour tout salarié détaché, victime d'un accident de travail, qu'il soit ou non affilié à un régime français de sécurité sociale. Et on doit l'adresser à monsieur l'inspecteur du travail dans les 2 jours. Bien sûr, quelque part, s'agissant de la santé au travail, il y a des règles françaises
Et lorsque l'employeur est établi dans un pays de l'Union européenne, notre espace classique, bien sûr, il peut bénéficier d'un suivi qui est équivalent dans son pays. A contrario, si le salarié détaché n'est pas soumis à un suivi équivalent dans son pays d'origine, et le salarié relèvera alors des examens médicaux prévus en France. Également, vous rappelez que l'affiliation à la sécurité sociale, par exemple, toute personne doit être affiliée à un régime obligatoire de sécurité sociale français dès lors qu'elle exerce sur le territoire français une activité pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ayant ou non un établissement en France. Et dès lors, donc, un salarié détaché peut rester affilié au régime de sécurité sociale de son pays d'origine s'il peut s'en prévaloir des dispositions de réglementation européenne, et à défaut, son employeur situé en France devra l'affilier au régime d'assurance chômage français. Également, il y aura des formalités de détachement à accomplir. Là encore, vous irez sur Internet solliciter ces formalités, mais j'insiste pour vous rappeler qu'il s'agit des déclarations préalables d'embauche, d'accord, qui, elle, se fait auprès du téléservice CIPI du ministère du Travail. Également, il faudra désigner un représentant en France, c'est-à-dire qui sur le territoire sera quelque part une espèce de référent d'accueil de ce salarié, tenir bien sûr les documents usuels à la disposition, bien sûr, de toute administration française. Également, sachez qu'il existe quelques exemptions et aménagements pour certains cas de détachement, et en l'espèce, les détachements de très court terme, où il y a des mesures dérogatoires pour assouplir quelque part ces formalités. Également, vous rappelez, et c'est peut-être là l'essentiel, c'est que ce donneur d'ordre, ce maître d'ouvrage, quelque part, l'entreprise utilisatrice a un devoir de vigilance. Et quelque part, il se doit, c'est quoi un devoir de vigilance? Tout d'abord, c'est un devoir absolu de contrôle des documents, un contrôle également de toutes les obligations légales que nous devons de respecter, mais également un contrôle donc des formalités de détachement, je vous l'ai dit, mais surtout dans l'hypothèse où vous suspecteriez que quelque part il y a un non-respect des obligations de son employeur étranger, eh bien dans cette hypothèse-là, vous devez de non pas les dénoncer, ce serait quelque part un petit peu discourtois, mais pour le moins de faire une procédure d'injonction auprès de son employeur réel, tout simplement pour le contraindre à bien vouloir respecter ses obligations, et dans l'hypothèse où vous ne le feriez pas, vous seriez parfois redevable de quelques obligations. Alors c'est quoi ce contrôle? C'est précisément, par exemple, une injonction en matière de respect du droit du travail, une injonction possible également en matière d'hébergement. Par exemple, quelque part, vous dénoncez que les conditions d'hébergement ne sont pas décentes. Dans cette hypothèse-là, vous devez faire une injonction écrite immédiatement. Bien sûr que ce document sera adressé à l'agent de contrôle, et si l'employeur étranger ne respecte pas et ne vous répond pas dans les 24 heures, quelque part, vous seriez presque obligé vous-même de prendre en charge l'hébergement des salariés en l'absence, de manière décente, d'accord, en l'absence de régularisation. J'insiste également pour vous rappeler que vous êtes susceptible, en cas de recruteur, bien sûr, et malheureusement d'ailleurs,
de respecter donc vos obligations, car à défaut, vous seriez l'objet d'amendes et peut-être de responsabilités pénales, car vous seriez même engagé parfois dans une notion de travail illégal. Donc, ce que je voulais vous rappeler de façon, ma foi, un petit peu trop succincte, c'est qu'il y a des obligations sur l'embauche des travailleurs étrangers qui sont sur notre sol, des obligations légales sur les travailleurs détachés transnationaux, un devoir de vigilance très important et très essentiel s'agissant de nos recruteurs français, évidemment également un risque potentiel même de requalification du contrat de travail, et ce sera mon dernier exemple avant que mon temps ne soit révolu, pour vous dire que quelque part, j'avais travaillé sur un statut particulier qui était un statut d'esclave, ces petites nounous qu'on amenait en France. Elles avaient un statut atypique, vous l'imaginez, qui était d'esclavagisme, mais ça correspondait quelque part peut-être à une notion qui ressemblait au droit du travail, prestation, rémunération, subordination. Et nous avons pu faire requalifier ces situations atypiques en contrat de travail et requalifié par les tribunaux, par les conseils des prud'hommes français. Et ça marche. Donc, lorsqu'il y a une prestation, une rémunération et un lien de subordination, il sera possible à ces salariés étrangers objets d'abus particuliers de voir requalifier leur situation quelque part malheureuse et atypique en contrat de travail. Voilà donc mes quelques observations. Je reste à votre disposition pour être un peu plus explicite. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Norbert. Je regarde s'il y a d'ores et déjà des questions supplémentaires. Je pense que votre présentation a permis d'être très claire sur les obligations, les vigilances qui pouvaient être mises en place par les employeurs et par les entreprises utilisatrices. Effectivement, quand on est entreprise utilisatrice, on a aussi une obligation de contrôle. Donc, merci pour ces rappels. Je propose de passer à l'intervention suivante et de garder d'éventuelles questions pour la phase d'échange qui suivra. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Kenyo et je crois également à Madame Pavard, si j'ai bien compris, parce qu'elle interviendra également. Voilà. Monsieur Kenyo est responsable de l'accompagnement des parcours à l'AFPA Toulouse Métropole. Madame Pavard, toutes mes excuses, je n'ai pas votre titre exact. Donc, je suis formatrice français langue étrangère et je suis référente du programme HOP à Toulouse. Voilà, parfait. Et donc, ils vont nous parler de ce programme qui peut effectivement être un moyen pour les employeurs aussi de faciliter ces démarches qui peuvent être complexes et qui viennent de nous être présentées. Lié aussi à la responsabilité sociale d'entreprise. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc déjà, je vais moi vous présenter dans les grandes lignes ce qu'est le projet HOPE. Et Nedjma, à côté de moi, viendra pour le côté un peu plus pratico-pratique, on va dire. Donc, HOPE, H-O-P-E, qu'est-ce que ça veut dire? C'est hébergement, orientation et parcours vers l'emploi. La genèse du projet, c'est, vous vous souvenez quand Sangatte a été démantelé, il y a beaucoup de réfugiés qui ont été un peu disséminés partout sur le territoire, notamment dans des centres AFPA, et donc au niveau de nos hébergements. Et donc, l'AFPA, d'une manière générale, avait demandé en fait à faire des expérimentations de formation et donc d'inclusion sociale de ces migrants. C'est là qu'en octobre 2016 et entre octobre 2016 et mars 2017, il y a eu deux expérimentations de parcours intégrés d'inclusion sociale, à la fois en termes de formation et d'emploi. Donc chaque année, le constat, c'est quoi? C'est que chaque année, quelques 100 000 ressortissants étrangers signent un contrat d'intégration républicaine, donc le fameux CIR qu'on a évoqué, manifestant ainsi leur souhait de rester et de s'installer durablement en France. Petit rappel, par exemple, c'est qu'en 2018, les bénéficiaires d'une protection internationale ont représenté un peu plus de 25% de ces signataires. La volonté donc du gouvernement, qui a été réaffirmée en 2018, est de faire de l'intégration des étrangers primo-arrivants
c'est-à-dire doté pour la première fois d'un titre de séjour et désireux de séjourner durablement en France, d'en faire une priorité de la politique d'intégration. C'est ce pourquoi le programme HOPE a été pérennisé et que l'État nous commande chaque année 1500 parcours programmés. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que les partenaires? Enfin, quels sont nos partenaires? Donc, l'agence… oui. Je vais te le faire. Partager? Ouais. Pas tout mis, mais… Vas-y, continue. Donc, les partenaires, c'est le ministère de l'Intérieur et le ministère du Travail, qui sont nos financeurs et les pilotes nationaux. À eux s'allient les OPCO, donc tous les OPCO interprofessionnels. Il y a mobilisation et accompagnement des entreprises. Il y a également Pôle emploi qui intervient. Et bien sûr, toutes les entreprises, parce qu'en fait, un programme HOPE ne peut se mettre en place sur le territoire que du moment où il y ait des employeurs qui sont manifestés et intéressés auprès de leur OPCO pour intégrer justement des migrants. C'est bon? Oui. Tu as mis, voilà, nos partenaires. Donc, HOPE, c'est quoi? C'est en fait, on passe par un premier temps où on travaille avec ces réfugiés sur le niveau de français. Le but, c'est de les amener le plus possible vers des niveaux A2, B1, c'est-à-dire en fait des niveaux requis pour pouvoir avoir accès dans de bonnes conditions en fait à une formation et surtout à un titre professionnel du ministère du Travail. Voilà. À la suite de quoi, pendant cette POEC, on commence aussi, on sécurise en faisant en sorte que tous leurs papiers soient à jour, parce qu'ils ont tous des papiers bien sûr à jour, mais le but c'est qu'ils aient qu'ils soient toujours en situation régulière durant leur parcours d'intégration dans HOPE. Et à la suite de quoi, une fois qu'on a travaillé sur le niveau de français, qu'ils ont passé un diplôme en français, on les forme sur une partie d'un titre professionnel, donc en lien avec des besoins des entreprises qui les prennent alors en contrat de professionnalisation. Je laisse la parole. Oui, je reviens effectivement sur la sécurisation des papiers à jour. HOPE est un… Je vais arrêter le partage. HOPE est un programme qui est destiné aux bénéficiaires d'une protection internationale. Donc, ils ont tous une reconnaissance de protection internationale, que ce soit des protections subsidiaires ou réfugiés, et ils sont protégés par l'OFPRA. Donc, effectivement, ça, c'est très facilitant au niveau pour les entreprises, parce que tout cet aspect administratif est en amont de la formation, puisque c'est l'OFI qui vérifie l'éligibilité administrative des candidats au dispositif. Donc, ça sécurise énormément au niveau du recrutement, parce que même si on a une petite… un récépissé qui est expiré dans l'attente d'un titre de séjour ou d'un nouveau récépissé ou de l'acte de naissance délivré par l'OFPRA, l'autorisation de travail ne s'arrête pas. Elle est toujours là. Donc, voilà. Je voulais dire aussi que, effectivement, le but, vraiment l'objectif principal qu'on a toujours en tête dans HOPE, c'est l'emploi. C'est l'insertion durable dans l'emploi. Et ceci passe par la qualification. Donc, quand ça passe par la qualification, ça veut dire que nous sommes spécialisés dans les métiers du bâtiment. Ça veut dire que tout l'aspect, par exemple, de la sécurité, qui est très, très important sur un chantier, est travaillé. Donc, ça participe à la fois de la protection des salariés et la protection de l'entreprise, qui a des responsabilités. Par exemple, on fait aussi tout un travail sur, effectivement, l'information des droits et des devoirs au niveau des salariés, donc qui sont tout à fait au courant de leurs droits au travail et qu'une heure supplémentaire doit être payée, enfin des choses, voilà, des choses très, très concrètes comme ça. Et on travaille également sur les représentations sociales et les normes sociales qui peuvent différer d'un pays à un autre et par rapport à notre pays. Donc, c'est montrer un peu alors aux employeurs comment appréhender en fait la différence culturelle, mais c'est aussi montrer à nos stagiaires en quoi il y a des règles auxquelles il faut se conforter et confirmer par rapport
à la vie des entreprises.